Alors bonjour tout le monde, vous êtes au cœur de l'être avec Marie-Lou Brousseau. Aujourd'hui, je reçois Katia Canciani. Elle est l'auteure de 47 livres en littérature jeunesse et générale. Son premier roman, Un jardin en Espagne, est publié en 2006. Il est encensé par la critique et se retrouve finaliste au prix des lecteurs Radio-Canada et au prix Héloïse. Son deuxième roman, 178 secondes, paraît en 2009 et reçoit le prix littéraire voilà, le prix littéraire des enseignants du Québec. Et cet écrit est suivi quelques mois plus tard du récit épistolaire Lettre, bravo, Lettre à Saint-Exupéry, un livre absolument extraordinaire qui, d'ailleurs, a vu notre amitié naître sous les ailes de Saint-Exupéry et même de Richard Bach. Pour la jeunesse, Katia signe 44 livres allant de l'album au roman, dont Sophia et le marchand ambulant, édité aux 400 coups. Allez, allez, on montre. Oui! Et ensuite, Pète et répète, que j'ai reçu. La véritable histoire. Pète et répète, la véritable histoire chez Fonfon. Et Pique la lune, une histoire tellement belle, tellement sensible, chez Lisatis. Et bon, la belle Katia Canciani reçoit aussi le prix Communication et Société qui lui est décerné pour son album Samuel la Tornade. Et bon, évidemment, certains de ses titres sont traduits en coréen, en mandarin, en espagnol, en turc, en anglais. Oh là là, Katia Canciani, elle est aussi bachelière en communication et pilote de l'air professionnel. Allô, bonjour, ma belle Katia. Bonjour Marie-Lou, Comment vas-tu? tellement heureuse de te retrouver. Il me semble que ça fait une éternité, puis pas tant seulement à cause de la pandémie de COVID-19, mais aussi il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas jasé. Donc pour moi, c'est des retrouvailles extraordinaires et tellement contente de te parler et de parler à tes auditeurs. Pour moi, c'est un privilège. Ben, c'est un privilège aussi pour nous. Écoute, c'est impressionnant quand je regarde tout ce que tu as fait. On s'en est parlé souvent. Il y a aussi tout ce parcours qui t'a amené à gravir, tu sais, graduellement tous ces échelons-là qui t'ont permis de devenir écrivaine, ensuite pilote d'avion. Euh, je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai envie de parler de tes livres, ça c'est certain. Mais avant, j'ai envie qu'on parle d'un sujet dont tu m'as parlé qui monopolise en ce moment l'attention de toute la population. Et évidemment, c'est celle du décès des deux jeunes filles de Saint-Apollinaire. Et tu me disais que ça avait éveillé en toi des souvenirs pénibles et tu aurais voulu en parler aujourd'hui. Alors, ben écoute, je te laisse la parole. On commence de façon assez solide, hein. J'espère que les auditeurs sont prêts, ont le cœur ouvert. En fait, effectivement, Marie-Lou, je te dirais que samedi dernier, quand on a appris, j'ai appris le décès, comme tout le monde au Québec, des petites filles Nora et Romy. C'est sûr que ça m'a ramené à un endroit qui m'a amené en quelque sorte assez bizarrement à l'écriture. Parce que, et c'est peut-être aussi le lendemain, quand je voyais sur les réseaux sociaux tout le monde qui disait, et là, je pense que tu le sens, je suis un peu émotive, mais tout le monde qui parlait à la maman et qui disait on la soutient, on lui offre nos condoléances. Et je savais qu'une entrevue avec toi s'en venait. Et ce que je me suis, l'idée qui m'est arrivée à ce moment-là, en voyant ces témoignages-là qui était valide, là, c'est sûr que la maman a besoin d'un soutien extraordinaire. Mais ce vers quoi ça m'a amené, c'est le soutien que toute la famille avait besoin. Parce qu'en fait, quand une famille perd un enfant, c'est pas seulement la maman, le papa, c'est vraiment toute une famille en entier, une communauté, souvent c'est même tout un village ou une ville qui ressent la perte. Et donc, c'est là où ça m'a ramené dans cet état-là où, quand on apprend la mort d'un enfant et on ne peut pas y donner de sens, parce qu'il n'y a rien qui donne un sens à la mort d'un enfant, je le sais de façon très personnelle, puisque moi, en 1991, en terminant mon cours de pilote professionnel, donc au cégep de Chicoutimi, euh, j'attendais, on était fin du printemps, début de l'été, j'attendais des réponses euh, à mes envois de curriculum vitae aux compagnies aériennes. Et en fait, c'est pas ça qui s'est
produit dans ma vie, il y a eu un choc beaucoup plus grand qui allait bouleverser le cours de ma vie en entier. Et ça a été un appel qui est venu de façon absolument, comment je dirais ça, c'était tellement inexpliqué, inexplicable, impensable pour moi. J'ai appris par téléphone le meurtre de mon neveu, de mon premier neveu qui s'appelait Nicolas Canciani. Mm. Et ça a été un choc. J'avais 20 ans. Mon neveu, j'apprenais par téléphone, venait d'être tué par sa maman, qui avait des troubles de schizophrénie et donc qui avait, dans un délire de schizophrène, tué son propre enfant, mon premier neveu. Et, et, et c'est là où ça m'a ramené quand j'ai appris le décès des deux petites filles à Saint-Apollinaire, parce que ça m'a ramené à ce moment où notre vie bascule. Pas seulement les parents, pas seulement les grands-parents, les oncles, les tantes, toute la famille et tout le cours de la vie de cette famille et d'une communauté en quelque sorte qui ne peut pas comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Et, et pour moi, ça a eu l'effet d'un tsunami en quelque sorte. Ça te prend, ça te bouleverse, ça te brise et ça te laisse par la suite dans un désert où tous tes repères sont perdus. Et en fait, mon message, c'était vraiment de dire qu'on doit soutenir non seulement la maman dans ce cas, mais aussi toute une famille qui a été blessée. Et c'est pas seulement pour la famille qui vient d'être blessée la semaine dernière, mais aussi au fil des ans, ce sont des drames, des tragédies qui se produisent malheureusement trop souvent dans notre société, bien souvent dû à un manque de suivi en maladie mentale, un manque de... Et donc, il y a beaucoup de familles, je suis certaine, qui la semaine dernière ont vécu le même choc que moi. Euh, Beaucoup de gens qui se sont dit « Oh mon Dieu, ces petites filles-là sont mortes » et ça me rappelle malheureusement le décès d'un enfant dans notre famille. Et j'aimerais qu'on ait beaucoup d'ouverture, de générosité, d'empathie, d'amour pour toute la grande famille qui est affectée durant ces tragédies. Moi, ce que ça a fait, Marie-Lou, en fait, quand j'ai perdu mon neveu, je ne pouvais pas comprendre, j'ai mis ça de côté. Mm. Pendant 13 ans de temps, je n'ai pas fait le deuil. Mais quand je dis que je n'ai pas fait le deuil, je ne portais même pas de noir. Je ne mentionnais jamais le nom parce que le nom de mon neveu, Nicolas, on ne le mentionnait pas pour ne pas raviver les souvenirs trop douloureux de sa perte. Et en fait, ça a ressurgi en moi à travers l'écriture. Et c'est vraiment à travers l'écriture où j'ai réussi à faire mon deuil. Et c'est vraiment assez particulier parce que ce n'était pas prévu au départ. Euh, et en fait, tout à l'heure, je relisais, j'ai repris Un jardin en Espagne. Parce qu'en fait, c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi. Et on parlait de souvenirs. Et dans Un jardin en Espagne, en fait, j'aborde très rapidement le décès d'un enfant. Et puisque c'est mon premier roman, on voit là déjà que c'est quelque chose qui me dérange, qui est à l'intérieur de moi en tant qu'écrivain et que je dois sortir. Et tout à l'heure, je relisais ça et je disais ce n'est pas du tout un livre qui parle de la mort d'un enfant, mais dans un des chapitres, j'aborde ce sujet-là et je dis, la femme s'en approcha, elle est dans un jardin. Pensive, elle contempla distraitement les lieux. Quelque chose en elle avait fléchi. Son front s'était assombri. Son regard s'était éteint. Sa mâchoire s'était crispée, emprisonnant dans l'étau de ses maxillaires quelques souvenirs douloureux. Un souvenir. Ce ne pouvait être que cela. Car cette saillie élégante, s'élevant haute et fière, tel un cyprès de pierre, ne pêchait tout de même pas par laideur. En fait, ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que souvent, et c'est ce qui est arrivé samedi dernier, c'est que souvent, pour les familles qui ont été affectées, il y a des déclencheurs qui vont subvenir tout au long de leur vie, qui vont les ramener dans cet événement qui a été tragique pour eux. Dans Un jardin en Espagne, en tant qu'auteur, j'avais abordé le sujet. Je n'avais pas réussi à aller plus loin. Mais c'est Et ça assez... qui est important, Cathy, Ouais. parce que moi, ce que je trouve important dans ce que tu dis, c'est que par le biais de l'écriture, même si tu n'as pas été clairement, ouvertement dans cette histoire-là, ça t'a permis
par l'autofiction ou par une façon d'amener une histoire, de peut-être tranquillement dénouer cette espèce d'impasse à l'intérieur de toi. Et Marie-Lou, tu as tellement raison parce que c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, quand j'ai terminé d'écrire Un jardin en Espagne, et là encore, ça aborde en quelques lignes le décès d'un enfant qui affecte la vie de cette femme, mais dont je ne parle pas. Je ne parle pas de la tragédie en tant que telle, beaucoup plus que ça, seulement dans un chapitre. Sauf qu'en refermant, en terminant l'écriture d'un jardin en Espagne, tout à coup, tout ça a surgi. J'ai eu besoin de faire ça a été comme plus fort que moi. J'ai eu besoin de faire le deuil de mon neveu. J'ai terminé l'écriture, j'ai mis le mot fin sur Un jardin en Espagne et le lendemain matin, j'écrivais euh, le premier mot, en fait, qui se retrouve dans mon deuxième roman et 178 secondes. Et je te lis ici. En fait, j'ai encore le papier sur lequel ça a été écrit. J'écris ce soir, je suis aux portes d'un nouvel abîme. Il m'attend depuis si longtemps, il m'espère, il m'appelle. Ce soir, je plonge pour mieux remonter, pour remonter. Et en fait, c'est dans ce roman, en écrivant ce roman tout un été, où j'ai fait le deuil de mon neveu. En fait, c'est un roman où, et j'en ai jamais parlé avant parce que j'avais jamais voulu que ce roman que j'ai écrit, je voulais pas utiliser le fait que c'était suite au décès de mon neveu, mais dans ce roman, ce que j'ai fait, c'est que comme tante qui n'avait pas réussi à sauver son neveu des mains de sa maman, dans ce cas-là, quand j'avais 20 ans, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai inventé une vie de papier. Et donc, à travers les quelques 270 pages que dure le roman, j'ai fait mon deuil en donnant vie à un être qui s'appelle Nicolas, qui est évidemment mon neveu, et pour lequel j'ai imaginé une vie si on l'avait sauvé. Et ça a été ma façon de faire le deuil. Et en même temps Et c'est d'apporter une façon que j'ai pu reprendre en fait le cours de ma vie. C'est assez drôle. mmh. Et ça t'a permis aussi de donner une continuité à une vie qui a été achoppée, qui a été coupée rapidement et qui aurait pu, avoir, des apothéoses. Oui, tout à fait. En fait, et tu parles de la vie d'un enfant, là, c'est ça, Et je parle de la de de ma... la vie d'un enfant qui a été coupé à la base et Oui, dont on ne sait pas ce qu'elle aurait été. Mais en même temps, ce que tu fais, c'est que tu lui donnes parce que c'est agissant en toi. Ce oui, deuil-là était agissant et tu lui as donné une forme qui t'a oui. permis, toi, de te rencontrer à travers ce deuil-là. Tout à fait. Et c'est quelque chose avec lequel toutes les familles qui ont subi ce type de tragédie où un enfant décède ont à vivre avec le sentiment de culpabilité. Et pas seulement les parents, mais toute la famille élargie se pose toujours la question si, et en fait j'en parle dans 178 secondes, c'est quelque chose qui revient souvent, si j'avais fait ça, si Mmh. j'avais été là cette journée-là, si j'avais écouté, on, on essaie toujours de trouver comment on aurait pu aider. On se sent tellement impuissant parce que, en fait, ce qui s'est passé, le résultat, malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière. Mais effectivement, je me suis dit, si j'ai mené à terme, en fait, cette idée-là de si on avait réussi à sauver Nicolas, quelle aurait pu être sa vie? Comment est-ce que ce qui s'est passé alors quand il avait 3 mois, comment est-ce que ça aurait affecté son développement psychologique? Et je lui ai donné une vie à partir de là, à l'âge de 18 ans. Mais ça a été, je dis toujours, c'est mon roman deuil et mon roman vie. Parce que, en fait, j'ai fait le deuil pendant tout un été et tout à l'heure, je te disais que pendant 13 ans, j'ai jamais porté de noir, probablement par refus de faire le deuil de cet enfant. Quand j'ai écrit le roman, tout cet été-là, je n'ai porté que du noir. C'était très particulier pour moi. Et je m'en suis rendu compte seulement par la suite. Je faisais mon deuil 13 ans plus tard. Et c'est quand même intéressant pour les personnes qui décident, qui ont lu ton livre et qui décident de le relire à la lumière de ce que tu dis aujourd'hui. Moi, pendant plusieurs années, Katia, j'ai accompagné des personnes, des enfants en fin de vie à Tiburon, en Californie. Puis on nous enseignait les 5 étapes du deuil de la psychiatre américaine Elizabeth Kubler-Ross.
Puis, la première étape, c'est le déni. C'est qu'on n'accepte pas la situation et on se rend compte qu'il y a vraiment une scission entre ce qui était là avant et ce qui maintenant va faire que notre vie va être soit dans la révolte, le marchandage, la dépression. Et je me demandais si toi, dans toute cette période-là, où en quelque part, tu t'es pas caché à toi-même, mais tu n'as pas fait ton deuil, si tu as vécu ça, le déni, la révolte, le marchandage avec la vie en disant, ben écoute, pourquoi tu m'as enlevé Nicolas? Tu sais, un peu ce qu'une mère aussi pourrait dire à ses enfants aujourd'hui. En fait, définitivement, j'ai vécu la révolte. J'ai été révoltée longtemps parce qu'à 20 ans, et même les enfants qui apprennent ça, qui écoutent la télé, hein, il ne faut pas se leurrer, nos enfants sont au courant de ce qui se passe. Comment expliquer un enfant, qu'un autre enfant est tué par un de ses parents? Ça n'a aucun sens. Tout en nous, humains, dit qu'on doit prendre soin d'un enfant. Et donc, l'amener à l'âge adulte. C'est ça notre rôle d'adulte, en quelque sorte. C'est comme ça que je le conçois, comme parent, mais aussi de façon beaucoup plus large, comme être accompagnant un autre enfant, un enfant. Et donc, je te dirais que pour moi, ça a été une révolte qui a duré probablement trop longtemps, mais comment passer au travers de ça? Dans le temps, il n'y avait pas d'aide. Hein. Maintenant, je vois que c'est formidable parce qu'il y a une aide qui est aux victimes, aux familles des victimes aussi. Et je vous dirais que j'inviterais tellement les gens à aller chercher de l'aide suite à ces tragédies-là, parce que sinon, le deuil se poursuit. Bon, pour moi, en quelque sorte, je dirais pas positif, mais j'en ai fait quelque chose de positif. J'ai apporté de la lumière là où il y avait que du noir en moi par l'écriture du roman. Sauf que je me dis que c'est pas obligé de durer 13 ans, un deuil. On peut aller chercher de l'aide avant et peut-être raccourcir cette période de révolte. Ce qui me questionne en ce moment, et quand je pense aussi à la maman des deux enfants qui ont été assassinés, et quand je pense au petit Nicolas, je me dis, bon, il y a tout ce processus du deuil qui est essentiel. Et puis, on veut pas faire sens, on veut pas fabriquer du sens, on le laisse venir s'il y en a. Mais est-ce que le pardon est une notion importante dans ce cheminement-là? Est-ce qu'on arrive à pardonner à une femme ou même à un homme qui sont probablement complètement inconscients de leurs gestes? C'est de la maladie mentale. Est-ce que c'est un chemin qui est important? Je crois que personnellement, je crois que ça a été un chemin qui a été important pour moi. On ne peut pas le forcer, le pardon. Le pardon, en fait, je crois qu'il est en nous et si on le nourrit bien, si on l'abreuve bien, si on éventuellement, on va réussir à le faire surgir en quelque sorte, il va nous permettre de passer à une autre étape en cours de tragédie. Mais on ne peut pas forcer le pardon. On ne peut pas dire je pardonne sans le ressentir profondément à l'intérieur de soi. Moi, ça m'a pris du temps à pardonner. Le pardon à la mère de Nicolas est venu en comprenant beaucoup mieux ce qu'était la maladie mentale, Mm. ce qu'était la schizophrénie, qu'est-ce que cette femme avait vécu. Et, et c'est là où j'ai pu pardonner, en comprenant le terrible effet des maladies mentales dans notre société quand elles ne sont pas traitées, quand elles ne sont pas suivies. Et c'est venu de façon très naturelle, en quelque sorte. En vieillissant, j'ai compris beaucoup plus de choses et donc le pardon est venu assez naturellement. C'est difficile de pardonner. Ce que j'ai réalisé, toutefois, Marie-Lou, c'est que c'est difficile de pardonner à tout le monde. Et je réalise que j'ai toujours une partie de moi qui ne réussit pas à pardonner, par exemple, et je vais être très franche, et c'est drôle parce que c'est vraiment la première fois que j'en parle de façon publique, sauf que je parle de ça quand je fais des rencontres dans les écoles aux jeunes qui lisent, à tous les jeunes qui lisent 178 secondes, je suis parfaitement honnête avec eux parce que je veux leur permettre de faire certains cheminements. Et donc, on discute de tout ça. Mais les gens
je n'ai pas réussi à pardonner, et je l'admets, c'est aux parents de cette femme. Euh, Parce que dans ma tête à moi, encore aujourd'hui, je me dis, ils savaient, ses parents, que leur fille était malade. Ses parents savaient que leur enfant, qui avait 25 ans, 26 ans, quand elle a posé son geste, était la malade depuis sa jeune enfance. En fait, c'est pas quelque chose qui est survenu avec la maternité. Elle était malade depuis son adolescence. Et donc, à quelque part, j'ai pas encore réussi à leur pardonner le fait de ne pas avoir voulu prendre soin de cet enfant, de ne pas l'avoir protégé en tant que grand-parent. Et ça, c'est un pas que j'ai toujours pas réussi à faire, je dois avouer. Il y a une partie du pardon qui n'a pas été complétée pour moi, mais j'ai réussi à le faire pour la maman. Mmh. Ben, c'est Il y a comme magnifique. Mais c'est magnifique quand même parce que le pardon, de toute façon, c'est pas un geste, je pense, qui se pose un matin, on se lève, puis on pardonne. Je pense que c'est un processus qui est l'équivalent aussi du deuil. Donc, c'est graduellement, puis et la vie va sûrement t'amener à faire ce geste-là, si il y a à être fait, évidemment. Euh, oui, tu voulais dire, voulais-tu non, rajouter non, quelque tu as tout à fait raison. On ne peut pas le forcer. Ça, je dis, on ne peut pas le forcer. Je crois que ça va venir quand c'est prêt à éclore. Tout à fait. Et on en a parlé un petit peu. Il y a un autre sujet en ce moment qui retient. D'abord, avant de te parler de l'autre sujet, c'est que je veux te remercier quand même de cette ouverture, parce que je sais, bon, tu l'as dit, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu en as parlé dans les écoles, mais c'est la première fois que tu en parles publiquement. Et tu te sens bien avec ça? Tu es correct? Je pense que je suis prête, et comme j'explique toujours aux jeunes dans les écoles, parce que le roman 178 secondes est en lecture obligatoire dans plusieurs écoles du Québec en secondaire 4, Bravo. parfois en secondaire 5, aussi au Canada, parce que c'est un roman qui parle du cheminement d'un jeune de 18 ans alors qu'il se pose des questions et il part faire le tour du Canada. Donc c'est un roman c'est une quête de soi, où les jeunes se retrouvent, et particulièrement les jeunes garçons, les jeunes hommes, je dirais, de 16-17 ans, adorent ce roman. Et quand on fait les rencontres, on discute de tout ça. Donc, on discute aussi de la maladie mentale, et je leur explique à la toute fin de la rencontre, parce qu'au début, je ne peux pas les bouleverser. Mais Mhm. habituellement, ce que font les enseignants, c'est qu'ils demandent aux étudiants de lire le roman jusqu'à un certain endroit, et je fais la rencontre, et ensuite, je leur explique ce qui a mené à l'écriture de ce roman, et je leur dis la vraie histoire derrière cette histoire fictive, et je leur explique comment les écrivains en fait se nourrissent de leur vécu pour bien souvent leur donner un récit, et ils réalisent pas ce qu'il y a de personnel dans le roman, dans les romans. Et donc, les jeunes, quand ils ressortent de la rencontre, ils ont évidemment toujours énormément de questions, mais aussi ils ont un nouveau regard sur leur lecture, et c'est ce que j'aime, et c'est vraiment des rencontres absolument extraordinaires où je reçois toujours des témoignages bouleversants, bien souvent, de la part de certains jeunes qui vivent, qui ont soit eux-mêmes des troubles de maladie mentale, ou qui ont un de leurs parents qui ont un trouble. Et donc, c'est toujours des rencontres vraiment très, très touchantes. Et je crois que c'est pour ça que les écoles me réinvitent année après année. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, j'ai perdu le fil, le Marie-Lou, de ce que j'étais en train de te raconter, mais tu m'avais posé une question, puis je pense que j'ai divergé. Tu sais que j'aime ça des fois. Non, non, mais tout est parfait hein, dans la vie. Mais ce que je voulais savoir, dans le fond, c'est comment tu te sentais par rapport au fait d'avoir divulgué un peu cette information de manière publique. Puis je veux aussi savoir si ton livre Un jardin en Espagne et 78 secondes sont encore disponibles en magasin, en librairie. Oui, 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 ils sont toujours. Alors, en fait, je me sens particulièrement bien parce que je crois que tout ce processus de deuil et d'écriture de 178 secondes, mon but, c'est que ça serve aux autres. Et Mm. si de parler aujourd'hui, ça peut faire réaliser aux familles qui sont éplorées en ce moment, pas seulement la famille de Nora et Romy, mais aussi toutes les familles qui ont perdu un enfant et qui étaient à la même place que moi samedi en revivant leur parcours, je me dis si ça peut servir, s'ils peuvent réaliser qu'ils ne sont pas seuls et que le chemin se poursuit, pour moi,
c'est très positif. Donc, je suis hyper... C'est moi qui t'avais proposé parce que ça m'a tellement chamboulée samedi. Je me disais, ah tiens, c'est de ça que je veux parler avec Marie-Lou aujourd'hui. Alors qu'on aurait pu parler, tu le sais bien, de plein, plein de choses. Non, Euh, mais c'est ça magnifique, Katia, que tu en parles, parce que c'est un sujet qui est important, qu'on aborde très peu dans la société, sinon que par le biais de la condamnation ou toujours par le même biais de l'injustice et tout ça. Et c'est vrai, mais en même temps, il y a d'autres aspects. On peut aborder ces événements-là d'une autre façon et tu le fais très bien et je t'en remercie infiniment. Ça prend beaucoup de merci. courage, ma belle. Oui, oui. En fait, c'est drôle parce que parfois, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? En fait, mon éditeur ne le savait même pas quand j'ai écrit ce roman. Quand le roman a été publié, euh, personne ne savait pourquoi j'avais écrit ce roman, évidemment, sauf ma famille, à qui j'avais dit mes intentions. Donc, de, la promotion publique du roman ne s'est pas du tout faite autour du fait que je racontais la vie qu'aurait pu être celle de mon neveu s'il avait survécu à cette tentative de meurtre. Et donc, ça aurait probablement donné je sais pas, un autre espace à ce roman-là que je ne voulais pas. Je voulais tout simplement qu'il soit reçu en soi pour ce qu'il était, sans ce qu'il amenait avec lui comme passé. Mm. Euh, et oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est hyper positif. Et 178 secondes et un jardin en Espagne, j'ai toujours le bonheur de le dire, mais mon éditeur, les éditions David, qui m'ont publié la première fois pour un jardin et qui ont publié aussi 178 secondes, euh, a réédité ces romans-là. Donc, 178 secondes en particulier a été réimprimé à plusieurs reprises, mais maintenant, ils sont même édités en format poche. Donc là, ce que je vous présente, c'est la première édition de ces romans, mais en fait, ils sont réédités maintenant en format un peu plus Accessible. je dirais, mise à jour, exactement next, mais un format poche qui est toujours disponible en ligne. Pas seulement en ligne, mais je veux dire qu'on peut commander à l'éditeur, dans les librairies indépendantes, dans les grandes librairies. Ah, c'est merveilleux. Un autre sujet qui retient énormément l'attention dans l'actualité, c'est celui des dénonciations. Ouais. Et on se rend compte que c'est pas, ça se fait pas nécessairement de la bonne façon. Et souvent, les dénonciations, habituellement, ce sont des dénonciations, qu'elles soient sexuelles ou non. Et ça se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Tu voulais en parler. Qu'est-ce que tu voulais, c'est quoi ta réaction face à tout ce En fait, mouvement? j'ai comme probablement comme tout, en fait, le milieu littéraire a eu une façon un peu différente de gérer la même crise que vit en ce moment le milieu peut-être télévisuel ou plus médiatique. Le milieu littéraire a parti un groupe, une page pour dénoncer les agresseurs, les harceleurs, mais tient obtient ces noms-là, en fait, moi, j'ai même pas accès, mais tient ces noms-là de façon confidentielle. Donc, il n'y a pas de lynchage sur la place publique en tant que telle. Euh, je dois avouer, Marie-Lou, que j'apprécie ça. Pas que... euh, c'est difficile pour moi comment je dirais ça? Je soutiens les victimes vraiment, vraiment, je soutiens les Oui, victimes de façon inconditionnel. non univoque. Vraiment, parce que pour toutes sortes de raisons, mais je les soutiens. Mais il y a au cours des dernières, de la dernière semaine et demie, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec pour moi, ces dénonciations un peu à la pièce par le biais de Twitter, par le biais je trouvais ça hallucinant. J'ai de la difficulté à comprendre euh, qu'on puisse aborder ces sujets-là comme ça, de façon, pour moi, c'est un peu à la Trump, de gérer les problèmes en les mettant sur des réseaux sociaux sans vraiment voir quelles vont être les conséquences. Et donc, ça met le doigt sur quelque chose qui est particulièrement important et qu'on devrait regarder. C'est pourquoi est-ce que les gens ressentent le besoin d'aller directement sur les réseaux sociaux et non pas
d'aller chercher l'aide où elle devrait être. Et donc, si elle n'est pas là où les gens s'attendent, c'est là qu'on doit changer en tant que société. Si les gens, si les victimes ne sentent pas qu'elles vont être écoutées dans le système de justice, c'est ça qu'on doit changer en ce moment. Je pense que c'est vraiment, ça doit nous faire réaliser qu'il y a un problème social important quand les victimes se disent que la seule plateforme qu'elles ont pour s'exprimer, avec tout ce que ça va avoir comme contre-coup sur leur vie, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Je me dis, c'est... Mais le problème aussi, c'est tout le lynchage sur les réseaux sociaux. Je veux dire, les gens ont un langage cru, les gens n'ont aucune douceur, gentillesse, compassion. C'est les jugements et des jugements qui sont parfois, qui pourraient eux-mêmes être traînés, des gens qui pourraient eux-mêmes être traînés en cours. Oui, pour moi, c'est une façon de faire, en quelque sorte, qui va un peu à l'encontre de ce que je suis, dans le sens que je crois que... et je crois qu'on doit, voir à ce qu'il y ait une résolution de ces sujets-là, ou une réparation, ou traîner les gens en justice, le cas échéant. Mais la façon de faire, pour moi, de passer par les réseaux sociaux, sans filtre, avec tout ce que ça implique, je trouve ça, je me demande si c'est pas contre-productif socialement, parce qu'on se ramasse avec des déclins, en quelque sorte, et tu pour et tu contre, alors que ça ne devrait pas du tout ça être le sujet pour ressentir une certaine réparation. Je me demande jusqu'à quel point les gens qui sont passés par les réseaux sociaux pour témoigner de leur douleur, de ce qu'elles avaient vécu, si le backlash, si le retour n'est pas pire je sais pas, je me dis, je trouve ça terrible de voir tout ça arriver comme ça, en pleine pandémie en plus, et je crois que probablement qu'il y a un lien entre les deux. Ben oui, Les gens ont plus de temps d'un pour côté, il y a la penser. liberté, d'un côté, il y a la liberté de parole qui semble très grande sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, il y a toute cette autre liberté dans qui a été restreinte, qui est confinée. On est confiné, on porte le masque. C'est quoi ton rapport, toi, face à la pandémie mondiale? Hmm. Face à toute cette liberté qui est, pour plusieurs, euh, enlevée, retirée. Moi, Moi, Marie-Lou, je me sens pas brimée du tout dans ma liberté par ce qui arrive, dans le sens que le fait qu'on me demande de porter un masque, je me sens absolument, mais alors vraiment absolument pas brimée. Parce que pour moi, c'est une marque de respect envers l'autre. C'est une façon de dire, et ça va sembler drôle, mais pour moi, c'est une façon de dire je t'aime à l'autre. Tu vois, Mhm. je trouve que ta personne est assez importante pour moi, même si je ne te connais pas, que je vais porter un masque pour te protéger au cas où moi, je serais porteuse sans le savoir. Donc pour moi, c'est une façon de vivre qui est très naturelle. Si je peux aider à ce que la pandémie se termine plus rapidement en portant un masque, pour moi, c'est vraiment comme hyper. C'est même pas c'est même pas une question que je me pose. Je porte le masque, je respecte les règles de distanciation sociale, entre autres. Quand j'ai pas besoin d'être près des gens dans le commerce, je me rapproche pas tout simplement et pour moi, c'est une marque de respect, de civilité, mais aussi, je dis, en quelque sorte, d'amour. Mhm. Et pour moi, c'est un respect de l'humain et de la nature. Donc, je crois que la nature est en train d'essayer de nous dire quelque chose. Hein. Et si on ne prend pas le temps de l'écouter, je crois qu'elle va répéter la même leçon jusqu'à temps qu'on l'ait comprise. Et donc, je pense que c'est là où on doit s'arrêter et se dire, ah, ce serait peut-être plus facile si j'apprenais maintenant, si je tirais les leçons maintenant de ce que la nature veut m'apprendre, au lieu d'attendre 3, 4, 5 pandémies. Donc, pour moi, c'est une façon qui, je sais pas, je comprends pas que les gens n'aient pas Ce je sais réflexe-là. pas, ouais, ce réflexe-là de dire je te protège, je protège un enfant qui a peut-être un système immunitaire déficient qui vient de marcher à côté de moi. Pour moi, c'est tellement naturel, humain d'essayer de protéger l'autre d'un ennemi, on va le dire, le virus est beaucoup plus intelligent que nous, donc essayons, c'est là où on a besoin collectivement en tant qu'être humain de se serrer les coudes parce que notre intelligence individuelle n'est pas assez grande face
à ce petit virus brillant, brillant. On doit lui donner ça, il est particulièrement intelligent. Absolument. Et j'ai envie de faire un lien ludique avec le mot que tu as dit tout à l'heure. On va tomber dans la répétition. Et là, j'ai envie d'aller, tu sais où je m'en vais, hein? Oui, ben là, j'ai eu de réfléchir, je me disais, mon Dieu, où est-ce qu'elle va aller? Avec la répétition. Alors, tu as écrit beaucoup de livres et Mhm. les derniers sont vraiment, ben, en fait, sont tous absolument magnifiques, tes livres. Et il y en a un qui se nomme Pète et répète, la véritable histoire. Alors, et il y a aussi, bon, Sophia le marchand ambulant. Montre-nous C'est ça. très différent, oui, on s'entend que. Bon, quelle est cette histoire-là et à qui ça s'adresse exactement? Bon, Marie-Lou, moi, je suis comme une mini-oui. Oui, oui, je Alors, sais. j'ai un côté sucré et un côté santé. Évidemment, quand on parle de 168 secondes et d'un jardin en Espagne et de la lettre à Saint-Exupéry, c'est mon côté santé, plein de fibres. Mais j'ai un côté très sucré et donc parfois il m'arrive d'écrire des choses qui sont très, très, très rigolotes, comme cette histoire de Pète et répète, la véritable histoire. Et ça, bon, j'ai toujours c'est un petit peu une bulle qui m'est passée au cerveau, disons-le. Un jour, je me suis posé la question, mais d'où ça vient, cette histoire de Pète et répète? Qui étaient ces deux garçons? Et j'ai imaginé toute une vie à deux jumeaux que j'ai appelés Pète et Répète. Et donc, j'ai imaginé que ces deux jumeaux, bon, commencent l'école et bon, en fait, c'est très rigolo. Au début, ce que je raconte, c'est que leur maman, dès leur naissance, réalise qu'ils sont un peu particuliers. Il y en a un qui a toujours des flatulences et donc elle l'appelle Pète et l'autre qui est dur d'oreille, donc elle l'appelle Répète. Et donc, je commence la vie de ces enfants à l'école où les deux jumeaux, d'abord, se font un peu intimider parce qu'ils sont différents des autres, sauf qu'ils trouvent que s'ils font rire les amis, tout à coup, leur vie change. Et donc, ils vont se mettre à être des farceurs et ça va leur donner l'idée de devenir éventuellement, quand ils vont devoir choisir un métier, de devenir travailleurs de cirque et donc vont inventer ce numéro de pète et répète. Et d'abord, c'est pète et évidemment. Et donc, j'invente toute une vie à ces deux jumeaux jusqu'à la maison de retraite aux grandes dames du directeur de la maison de retraite quand il retrouve ses anciens élèves parce que c'était le directeur d'école au début de l'histoire. Et donc, c'est très, très farfelu, mais c'est une histoire, en fait, qui fait rire, mais aussi qui fait réfléchir parce que, bon, les pète et répète, donc vont devoir changer de métier plusieurs fois dans leur vie. On avoue que c'est vraiment ce qui nous arrive, nous les parents, et tout le monde en fait dans la société. Et donc, et c'est une histoire en fait de fraternité aussi. Comment deux frères vont se suivre toute leur vie et à un moment donné devoir prendre une décision assez importante face à leur carrière. C'est C'est dans magnifique. l'humour, dans l'humour. Oui, oui, mais j'aime ton imagination. Et moi, je me souviens, notre première rencontre, ça a été au Salon du Livre de Paris. Alors Oui, que, oui, 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 alors que tu avais écrit, bon, on était au Salon du Livre de Québec, je pense, c'est-à-dire au kiosque, et tu avais écrit Lettre à Saint-Exupéry. oui. Et ça m'avait énormément touchée. Et je voudrais parler de Saint-Exupéry, de ce livre-là, et de cette passion que tu as, qui est commune avec la mienne, de l'aviation, tu es pilote d'avion, évidemment. Oui, en fait, c'est drôle parce que 5 ans, quand tu me dis ça, Salon du livre de Paris, le kiosque de Québec Édition, pour moi, il y a toutes sortes Des souvenirs. je me souviens, il y a comme une lumière qui jaillit en moi quand je pense à ça, parce qu'effectivement, tout à coup, on se trouvait, on se retrouvait en quelque sorte, toi et moi, deux femmes qui avaient non pas seulement une, mais deux passions communes. La première étant l'écriture et la deuxième étant l'aviation, ce qui est quand même assez rare, on s'entend. Oui. Donc, ça avait tissé un lien tout de suite très naturel entre nous. Et c'est de là qu'est née, en fait, la lettre à Saint-Ex que j'avais écrite pour un écrit que j'avais commis pour je dirais ça, libérer d'un certain événement qui s'était passé dans le monde de l'édition, dans mon cas. Et donc, un écrit où j'avais fait un parallèle entre mon ancien métier de pilote et mon nouveau métier d'écrivain. Donc, ça a été deux passions dans ma vie. En fait, enfant, je voulais devenir peintre ou écrivain. Mes parents n'étaient pas tellement d'accord. Donc, je me suis dit, oh, je devrais trouver un autre métier. Je me suis dit, pilote d'avion. Mes parents n'étaient pas tellement plus d'accord, je dois avouer. Mais finalement, je suis devenue pilote d'avion
Et donc, j'ai été la première femme à faire son cours de pilote de brousse au cégep de Chicoutimi. J'ai terminé en 1991, en fait, au même moment que la mort de mon neveu, qui a donné un parcours un peu particulier à ma vie parce que ce décès-là, en quelque sorte, a changé le cours de ma pensée et de ce que j'ai fait dans l'aviation. Donc, finalement, au lieu de rester au Québec, quand c'est arrivé, je suis partie au Manitoba. Je suis devenue instructeur de vol et de voltige au Manitoba. Et j'ai par la suite, comme j'ai toujours aux enfants que je rencontre dans les écoles, c'est pas parce qu'on a un rêve et qu'on le réalise qu'on oublie tous les autres. Et donc, j'avais toujours en moi ce rêve d'écrire, même si je pilotais, même si j'avais eu des enfants. Et donc, un jour, c'est suite à un voyage en Espagne où ce désir-là d'écrire, ce besoin, c'était même plus un désir, c'était un besoin d'écrire a ressurgi et j'ai écrit Un jardin en Espagne et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Et je suis retournée au pilotage et donc maintenant, je fais en quelque sorte les deux. Je baigne à la fois dans le monde de l'aviation et dans le monde de l'écriture et j'ai comme atteint un équilibre pour moi qui est hyper génial. C'est le bonheur d'être nourri par ces deux passions à la fois. Éventuellement, on écrira un livre ensemble sur Saint-Exupéry et Richard Bach, chacun de nos auteurs préférés en aviation. Mais toi, tu as déjà rencontré Richard Bach? Oui, j'ai vécu chez lui même. Ça, ça m'a toujours ébloui en quelque sorte Marie-Lou parce que tu le sais, c'est un de mes écrivains chéris Oui, aussi, que j'admire, et je dirais que probablement que Bach, qui a nourri ma jeunesse, mon adolescence, à la fois dans l'imaginaire et dans l'aviation concrètement, parce que bon, il était pilote, comme Syntex. Mais par la suite aussi, j'ai lu et relu comme toi tous ces écrits, ceux de Syntex aussi, qui m'ont toujours nourri, qui ont toujours nourri ma vie. Et, et, et quand on trouve un écrivain qui nous nourrit, oui. c'est un ami qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et ça, c'est précieux dans une vie. En fait, dans 178 secondes, j'amène une idée qui est assez intéressante. Dans 178 secondes, à la toute fin, en fait, tout au long du livre, Nicolas, il va se faire, c'est un camionneur au début du roman qui lui donne son coup d'envoi en quelque sorte, qui va lui poser la question, si tu étais sur une île déserte, quels deux livres apporterais-tu avec toi? Et Nicolas, tout au long du roman, pour, pour une raison que je voulais, en fait, j'ai imaginé ça. Nicolas, tout au long du roman, va amener cette phrase avec lui, cette première phrase qu'il a reçue en cadeau du camionneur, et va poser la question à tous les gens qu'il rencontre. Parce que je crois que c'est une façon de bien saisir les gens, c'est de savoir qu'est-ce que tu apporterais comme livre sur une île déserte. Et, et pour moi, c'est une façon de dire qui seraient tes amis, tu vois, de papier si tu étais tout seul. Et c'est une belle réflexion à se faire parce que, et je le dis dans les écoles, je dis toujours aux jeunes de 16-17 ans, posez-vous la question, quel livre amèneriez-vous sur une île déserte? Parce qu'en fait, ça vous donne une idée de qui vous êtes. Et Mhm. si vous posez la question à vos amis, ça va vous donner aussi une idée de qui ils sont, quels sont leurs intérêts. Parce que si ton ami te dit, moi, j'apporterais le guide de l'auto et je ne sais pas, moi, un guide mécanique, bien, ça te donne une idée de sa personnalité, de ce qu'il aime, ce qui le passionne. Ce sont les autos, probablement, mais ça peut être des trucs hyper intéressants comme réflexion, comme début de discussion. Et toi, Katia, en 2020, si Ouais. tu te retrouvais sur une île déserte, quels seraient les quels seraient les livres que tu apporterais? Hmm. Forcément, j'apporterais mon tome de la Pléiade de Saint-Exupéry. Ah, Donc, le tome de la Pléiade où on retrouve tous les livres de Saint-Exupéry en un seul tome. Ça, c'est comme donc, ce n'est pas un livre, c'est toute l'œuvre de Saint-Ex que j'apporterais parce que ça me permettrait aussi d'entrer encore plus dans Citadelle, son œuvre inachevée, que j'ai toujours trouvé hyper intéressante, de comprendre en tant qu'écrivain, moi, de comprendre comment cet écrivain-là, qui n'a pas terminé l'écriture de Citadelle, comment il l'aurait peut-être remanié, qu'est-ce qu'il aurait enlevé, qu'est-ce qu'il aurait changé, comment il aurait intercalé les différents paragraphes qu'il avait composés. Donc ça, j'ai toujours eu cette passion-là de voir comment on pourrait travailler Citadelle. Et un autre livre
que j'adore parce que j'ai un côté curieux, scientifique assez poussé et aussi j'aime beaucoup l'histoire. Il y a un livre que j'adore de Daniel Boorstin qui s'appelle Les Découvreurs, The Discoverers, qui raconte, et c'est un gros livre écrit tout petit, publié entre autres chez Les Bouquins, et donc la collection Les Bouquins, et dans ce tome-là qui est très gros, on raconte toute l'histoire derrière les découvertes qui façonnent notre vie aujourd'hui. Donc, comment on a découvert l'Amérique, comment l'être humain a découvert le temps, en quelque sorte, ou a mis un concept sur le temps, l'astrologie, l'astronomie, euh, la roue. Et donc, tout ça, pour moi, je trouve ça fascinant. Donc, je me dis, c'est pour me nourrir sur une île déserte et peut-être penser à d'autres trucs que je pourrais inventer moi-même. Je pense que j'apporterais les découvreurs de Daniel Boussin. Magnifique. Alors, écoute, je te souhaite pas d'aller sur une île déserte parce que je suis certaine que tu les as probablement pas loin derrière dans ta librairie, dans ta bibliothèque. Oui. Et je nous souhaite un jour de copiloter ensemble un Piper Cub quelque part au-dessus du Canada ou peu importe, dans quelques ailleurs. Et en terminant, je voudrais juste savoir, est-ce que pendant cette période de confinement, est-ce que tu as écrit d'autres beaux livres ludiques ou très sérieux? J'ai, en fait, en ce moment, je suis un petit peu plus du côté sucré que du côté santé, je dois avouer, quoique j'ai décidé du côté un petit peu plus fibre. Mais en fait, j'en ai un qui sort et je l'ai retravaillé dernièrement, qui va sortir, je crois que ça va être au printemps maintenant à cause de la COVID. Mais, et là encore, je me suis beaucoup amusée, Marilou, parce que je crois que tu aimes bien le bas du fleuve. Et j'ai imaginé, là encore, une histoire derrière l'expression, ou en fait, en lien avec l'expression être habillé comme la chienne à Jacques. Oui. Et donc, cet album qui va sortir s'appelle Brutus et Doudous, la chic histoire de la chienne à Jacques. Et Ah, donc, ouais, c'est l'histoire d'un petit chien, en fait, qui un jour s'en va au mariage de ses amis. Et quand il arrive à la réception, il y a Dan Caniche qui dit qu'il est habillé comme la chienne à Jacques. Et lui ne comprend pas du tout ce que ça signifie. Qui est Jacques, d'abord, et qui est la chienne à Jacques. Et bon, je ne vous raconte pas la fin, mais bon, c'est une histoire très, très drôle. J'aime beaucoup m'amuser avec les mots. Pour moi, c'est un bonheur. Ouais. ben écoute, c'est un bonheur partagé et je te sens devenir de plus en plus légère. Je ne sais pas si Oui. les événements de la vie, des retours sur toi, des prises de conscience. Ouais, je dirais que plus, assez drôlement, plus je vieillis, plus j'ai un amour pour la vie. Mais j'étais déjà quelqu'un de serein et d'heureuse, mais je crois que je saisis encore plus maintenant la fragilité, la beauté de tout ce qu'on vit, cette chose qu'on a d'être là aujourd'hui, de se parler, d'être en vie, de porter un masque. Ça a l'air drôle à dire, mais on peut en porter un parce qu'on est encore en vie aujourd'hui et on peut marcher et on peut se promener. Pour moi, c'est toute une façon de voir le monde qui est positive. J'essaie de garder ça très positif en dépit de tout ce qui, on le sait, de tout ce qui peut amener de la noirceur. Il faut voir la lumière qui émerge partout. Pour les gens qui voudraient te rencontrer, te parler, connaître tes livres, est-ce que tu as un site web? Oui, j'ai un site web, donc très, très simple, www.katiacanciani.com. Je ne l'appellerai pas, mais donc très simple à y aller. Puis il y a un formulaire sur le site web, donc on peut entrer en communication avec moi de façon très simple et aussi sur Facebook, sur mon Facebook d'auteur. Donc très, très facile de me trouver. Je dois avouer, puisque bon, il n'y a pas tellement de Katia Canciani. En fait, il n'y en a pas d'autres au Canada, ni en Amérique du Nord. Donc, C'est la seule. Mais il faut savoir l'épeler, donc c'est C-A-N comme Nicole, oui, C-I-A-N encore comme Nicole, I. Alors Katia oui, oui. Renata, Katia Canciani, Oui. C-A-N-C-I-A-N-I. Voilà. Oui, et nous, on a pris l'habitude, parce que je suis née au Québec, mais mes parents étaient français, mon grand-père était italien, donc nous, on a pris l'habitude de dire Canciani, mais en fait, en italien, c'est Canciani. Donc, mais nous, on dit toujours Canciani. Oui, ça se dit de plein de façons. Si on va vers l'italien, c'est un peu plus joli, je trouve. Mais c'est plus chantant. Oui, c'est ça fait comme une petite musique.
Écoute, je te remercie infiniment, Katia, d'avoir partagé ton temps avec nous et d'avoir ouvert ton cœur comme ça. C'était magnifique et ça nous a permis d'aller un peu plus loin à l'intérieur de notre propre cœur et de nous ouvrir à ce qui se passe en ce moment dans le monde d'une manière différente, avec plus de sensibilité et surtout de compassion. Merci beaucoup. Merci. Merci. À très bientôt.